enregistré, voilà. Merci Bernard-Henri Lévy d'être aujourd'hui sur l'antenne de RCJ à distance, parce que vous êtes toujours à tous les coins de la planète, un philosophe engagé sur le terrain, comme on le voit dans votre dernier film, qui s'appelle justement Une autre idée du monde. En pleine pandémie, vous avez réussi à voyager. On se demande comment, mais vous ne nous le direz pas. Vous êtes allé filmer les guerres oubliées pour qu'on ne les oublie pas. Ces pays où on meurt de la misère, de la faim et de la guerre. Vous avez été du Nigeria à l'Ukraine, déjà l'Ukraine, en passant par la Somalie, la Libye, le Kurdistan et l'Afghanistan. Alors cette semaine, c'est aussi un flashback, un horrible anniversaire. Il y a 20 ans, le 1er février 2002, Daniel Pearl, le journaliste juif américain, était décapité, assassiné parce que juif et américain. Quand vous écriviez ce très beau livre « Qui a tué Daniel Pearl ?», où vous révéliez le nom du bourreau, Khalid Sheikh Mohammed, numéro 3 d'Al-Qaïda, est-ce que vous imaginez que 20 ans plus tard, vous pourriez vivre des événements tels que des terroristes islamistes qui continuent d'égorger, en France par exemple? Est-ce que vous imaginez que ça se passerait encore comme ça 20 ans plus tard? Écoutez, stricto sensu, non, bien sûr. Mais je me rappelle mon état d'esprit à l'époque et je me rappelle bien pourquoi j'ai décidé d'écrire ce livre. Je me rappelle bien le moment où j'ai appris la mort de Daniel Pearl dans le bureau du président afghan Hamid Karzai. Je suis dans son bureau et c'est lui qui m'apprend la nouvelle atroce. Et j'ai senti à cet instant-là que quelque chose d'énorme venait de se passer. Alors évidemment, je ne savais pas qu'on allait voir se multiplier les décapitations. Je ne savais pas que Daesh allait succéder à Al-Qaïda. Mais j'ai senti qu'une saison commençait qui serait marquée par l'islamisme radical, par ce que j'ai appelé dès cette époque le fascislamisme ou l'islamo-fascisme, et je l'ai suffisamment senti pour y consacrer 1 an de ma vie, pour aller au plus près des assassins, pour reconstituer les derniers instants de Daniel Pearl, pour rentrer dans sa tête, pour rentrer dans ses pas, et pour vivre avec son ombre et avec son souvenir pendant toute cette année-là. Entre février 2002 et février 2003, moment où j'ai terminé le livre, j'ai été hanté par l'idée que quelque chose de décisif s'était passé et qu'il fallait le raconter. Et alors, donc, en cette semaine anniversaire, vous avez repensé à tout cela, c'est-à-dire vous êtes dit, finalement, la lutte contre, maintenant c'est Daesh, c'était Al-Qaïda, mais maintenant c'est Daesh, continue, comme n'est pas terminée, au contraire d'ailleurs. D'abord, je pense à lui, vous savez, et ça a été ma première pensée ce matin, quand je me suis réveillé, ça a été lui. À ce beau visage supplicié, ce corps démembré, ce destin brisé et ce magnifique juif américain. Ce magnifique juif et ce magnifique américain qui avait le sens de la noblesse juive, qui avait le sens de la grandeur juive, qui avait le sens de la générosité humaniste qui est au cœur du message juif, qui pensait qu'être juif, c'était tendre la main aux autres, qui, jusque dans ces derniers dialogues, ces dernières interlocutions, dans les derniers jours précédant sa mort avec ses bourreaux, était encore en train d'essayer de les comprendre. Pour moi, il incarnait vraiment toute la noblesse du peuple de Jonas et du peuple d'Isaïe. Et j'ai vraiment commencé ma journée hier matin, jour de sa mort, par penser à lui. Et j'ai été hanté par cette belle tête et par cet atroce destin toute la journée. Alors après, bien sûr que j'ai pensé à tout ce qui a suivi, parce que finalement, au bout du compte, on peut tout compte fait.
je dois être l'un des premiers, et en tout cas l'un des premiers Français, à être allé au plus près de la gueule d'Al-Qaïda, de l'islamisme radical à l'époque. J'ai passé du temps, pas toute l'année 2002 au Pakistan, mais plusieurs séjours à Karachi, à Lahore, à Islamabad, euh, à rencontrer ces malades mentaux, à rencontrer les militants du Lashkar-e-Toïba et du Lashkar-e-Jangvi et du Jaïch-e-Mohammed, qui étaient des partis islamistes de l'époque. Je suis vraiment entré, j'ai essayé d'entrer dans la tête du diable, dans les raisons du malin. J'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui se passait dans ces cervelles d'abrutis et, et, et de barbares. Évidemment, ça ne m'a pas laissé inchanger. Hein. J'ai changé dans cette année 2002. L'année de cette enquête sur Daniel Pearl, l'année de cette série de voyages au Pakistan et en Afghanistan, mais surtout au Pakistan, ça a été une des années les plus décisives de ma vie, une de celles où j'ai compris le plus de choses. Et c'est le moment où j'ai compris, bien avant tout un tas de gens qu'on voit aujourd'hui s'agiter sur les tréteaux de la politique, c'est le moment où j'ai compris que la lutte contre l'islamisme radical était la grande affaire, l'une des grandes affaires de ma génération et de celles qui suivent. Donc pour moi, c'est un moment pivot, c'est un moment clé, cette année, cette mort de Daniel Pearl. Et je suis heureux qu'on commence cette conversation en l'évoquant. Alors, on va évidemment poser la question de la lutte contre l'islamisme radical aujourd'hui. Vous parlez de votre génération et la suivante. Vous pensez qu'on va devoir lutter contre l'islamisme radical dans toutes les décennies à venir? Je pense que ce sera, oui, je pense que c'est une histoire de très longue haleine, bien sûr, parce que c'est un phénomène qui a une dimension politique, qui a une dimension religieuse et qui a une dimension criminelle, mais une dimension politique et religieuse aussi. C'est la dernière perle lâchée par l'huître du fascisme historique du XXe siècle. Ça, c'est un dévoiement de l'islam. C'est une histoire très importante, l'islam radical. Ce n'est pas juste une convulsion, ce n'est pas une péripétie. C'est un mouvement de grande profondeur qui frappe d'ailleurs des juifs comme Daniel Pearl, des chrétiens comme les coptes décapités il y a quelques années, et qui frappent les musulmans eux-mêmes, qui frappent les femmes afghanes, qui frappent les habitants de Mogadiscio avec lesquels j'ai partagé du temps, qui frappent les musulmans kurdes. Hein. Donc c'est une histoire très importante avec laquelle je crains, hélas, que nous ne soyons amenés à vivre longtemps. Et il faut tracer les lignes de démarcation et mener ce combat politique avec une extrême résolution et sans faire de compromis intellectuels. Eh bien, là, Henri Lévy, quand vous parlez de compromis intellectuel à propos de l'islamisme, de l'intégrisme islamique, vous pensez à quoi en France? Dans le débat intellectuel, à quoi vous pensez? À qui vous pensez? À quoi vous pensez? Je pense à la culture de l'excuse, je pense au sociologisme, je pense à celles et ceux qui nous disent que c'est parce qu'il y a de la misère qu'il y a de l'islamisme et qu'il faut les comprendre. Je pense à tout cela. Je pense à certains responsables politiques qui pensent que comme que les islamistes les militants islamistes font partie de la grande famille des damnés de la terre et qu'on peut défiler avec eux. Ça, c'est Mélenchon et les siens. Je pense à ceux qui pensent que c'est l'armée de réserve d'une révolution imaginaire, et ça, c'est ce mouvement qui est né en Angleterre au début des années 2000 et qu'on appelle aujourd'hui, avec raison, l'islamo-gauchisme. Voilà, il y a tout ce mouvement-là qui est un mouvement
sérieux, avec des idiots utiles de l'islamisme avec lesquels il faut être très intransigeant, il ne faut rien laisser passer. Vous pensez qu'en France, ça gagne du terrain aujourd'hui, cet islamo-gauchisme, même si ça ne s'appelle pas comme ça, enfin, les islamo-gauchistes eux-mêmes ne s'appellent pas comme ça, mais… Non, mais je crois qu'il faut les appeler comme ça parce que c'est bien cela qu'ils disent. Ils disent que pour grossir les rangs de ce qu'ils appellent la révolution, il ne faut pas être regardant sur les recrutements et que les mecs qui voilent leurs femmes, les frères qui oppriment leurs sœurs, ou les fachos qui décapitent les professeurs d'histoire, ça fait partie du mouvement. Voilà. Ils pensent cela. Est-ce que ça gagne du terrain? Non, mais je dirais qu'il y a, notamment au sein des communautés françaises marquées par l'islam ou se reconnaissant dans l'islam, il y a une bataille politique qui se livre aujourd'hui. Il y a dans les communautés musulmanes en France, il y a un grand parti de la démocratie, des Lumières, marqué par la volonté de pratiquer sa religion dans le respect des autres, dans le respect des femmes et dans le respect des droits de l'homme. Et il y a en face le parti de ceux qui veulent le séparatisme, qui veulent le terrorisme et qui veulent le fanatisme. Et entre les deux, il y a une guerre sans merci à l'intérieur du monde de l'islam, pour parler très, très, très grossièrement. Donc je ne dis pas que ça progresse, je dis que ça s'intensifie et que cette bataille-là, cette guerre de civilisation à l'intérieur de l'islam, entre les héritiers du commandant Massoud et les héritiers de Mollah Omar, entre les Kurdes, les amis des Kurdes syriens et les amis de Tariq Ramadan, hein, cette guerre-là, cette bataille idéologique-là, c'est une vraie bataille d'idées, c'est une vraie guerre de civilisation, et elle a une grande intensité, et j'espère que ce sera les héritiers de Massoud et les amis des Kurdes qui l'emporteront. Je crois qu'il faut tout faire, même de l'extérieur comme moi, pour les y aider, mais rien n'est joué. Le pire est possible et le meilleur est possible aussi. C'est la bataille en cours. Alors nous, on est en pleine campagne présidentielle et ça brouille un petit peu toutes ces questions-là avec, de l'autre côté de l'échiquier, du côté extrême droite ou droite extrême, justement, sous prétexte de la montée de l'intégrisme islamiste, des relents de racisme, de xénophobie, d'anti-migrants qui montent en même temps. Donc on est pris entre deux étaux. Oui, on est pris entre deux mâchoires du piège, mais d'une certaine manière, c'est la même chose, bien souvent. Vous savez, j'ai eu l'occasion de débattre avec des représentants de cette extrême droite dont vous parlez, et en parole, ils disent qu'ils luttent contre l'islamisme radical. En vérité, non. Parce que si on lutte vraiment contre l'islamisme radical, contre le fanatisme, contre l'intégrisme, contre le terrorisme, c'est une bataille mondiale. C'est une bataille mondiale, c'est une bataille géopolitique. La bataille, bien sûr qu'elle se livre dans telle ou telle banlieue où il y a, bien sûr, des assassins infiltrés. Il y en a quelques-uns, mais elle se livre aussi en Syrie, elle se livrait à Mossoul, en Irak, elle se livrait à Raqqa, elle se livre à Kaboul, elle se livre en soutenant les femmes afghanes, elle se livre en affaiblissant les talibans. C'est ça la bataille contre l'islamisme radical, si on est sérieux. Je sais pas moi, lutter contre. Donc ces gens d'extrême droite ne sont pas très sérieux, en fait. Ils n'utilisent pas les non, vrais. Non, parce qu'ils disent. Ils disent j'en ai rien à foutre. J'ai eu un débat très intéressant avec Zemmour en juin dernier.
Il est disponible, il est sur mes sites internet, mes pages, comment on appelle, C'était YouTube. sur CNews, non? Oui, c'était sur CNews, absolument. Et, Voilà. et c'était tout à fait intéressant. Moi, je lui parle des femmes afghanes. Je rentrais d'Afghanistan et il me dit, en gros, je ne sais plus la phrase exacte, vous la retrouverez. Il me dit, j'en ai rien à faire des femmes afghanes. Ça ne m'intéresse pas. Ceux qui se battent en première ligne contre les islamistes radicaux, c'est-à-dire contre la source dont nous avons les derniers effets, ça ne m'intéresse pas, me dit Zemmour. C'était passionnant d'entendre ça. Et ça voulait dire en clair qu'en effet, il ne menait pas le débat sérieusement. Son combat contre l'islamisme radical, c'est de la pause. Et c'est de la pause pourquoi? Un, parce qu'il n'est pas sérieux, bien sûr. Deux, parce qu'il n'est pas très, très intelligent. C'est pas, la géopolitique n'est pas son affaire. Mais trois, peut-être, parce qu'il n'a pas très envie de les affronter. Il s'en fiche, au fond. Et d'ailleurs, et quatre, parce qu'au fond de lui-même, il peut lui arriver, il l'a dit un autre jour, pas à moi, mais il l'a dit dans une autre circonstance, il peut lui arriver de les admirer. Zemmour a dit un jour, comme Jean-Marie Le Pen jadis, il a dit, moi, les djihadistes ne manquent pas de panache, ne manquent pas de courage, j'ai plus les mots exacts. Fasciné par le totalitarisme, quoi. Fasciné par les dictatures. Fasciné par la dictature, fasciné par le nihilisme, fasciné par la volonté de mourir, fasciné par le radicalisme, fasciné par tout ça. Je me rappelle Jean-Marie Le Pen, il y a 30 ans peut-être, au moment, dans une des scènes initiales de cette affaire islamique radicale, qui était l'Algérie, des attentats du début des années 90, où il y avait le Front islamique du salut et les GIA armés qui multipliaient les bains de sang. Il y a une citation de Jean-Marie Le Pen célèbre où il dit qu'il préfère la djellaba nationaliste au djinn cosmopolite. Autrement dit, il préfère, à l'époque, 92, 93 peut-être, il préfère le barbu, assassin d'occidentaux, barbu en djellaba, à la jeune fille en djinn cosmopolite qui parle français et qui croit à la liberté des femmes. Tout est dit. Et M. Zemmour, c'est la même chose. Ils se sentent plus proches de l'islamiste radical, dont accessoirement ils peuvent respecter le soi-disant courage, alors pour moi, le terrorisme est la dernière des lâchetés, que d'une jeune femme algérienne ou iranienne émancipée. J'attire votre attention d'ailleurs, il y a un marqueur important, on est en France, il y a des noms. Dans des batailles comme celle-là, il y a des noms qui sont importants. Il y a par exemple le nom de Tariq Ramadan. Tariq Ramadan, c'est, voilà, ça fait partie depuis 20 ans des patronymes qui comptent dans cette bataille. Ben, le même Zemmour, vous savez ça, vos auditeurs le savent, a dit son amitié, un peu plus que son amitié, sa tendresse, même sa solidarité à Tariq Ramadan. Quelqu'un qui écrit à Tariq Ramadan, je t'embrasse, etc., c'est fini. Il n'est pas dans le camp de ceux qui luttent contre l'islamisme radical. Il a au minimum de l'indulgence. Voilà. Donc moi, je revendique, avec beaucoup d'autres bien sûr, d'avoir très tôt, dès les massacres en Algérie dans les années 90, dès mes premières rencontres avec le commandant Massoud 10 ans avant, et en tout cas dès la mort de Daniel Pearl, j'ai pris très au sérieux ce phénomène. Je l'ai pris au sérieux dans sa dimension planétaire et j'ai très vite, tout de suite, à peu près tout de suite compris qu'il fallait le combattre ici en France et qu'il fallait le combattre à la source, là où il y a les camps d'entraînement, là où il y a les cerveaux, là où il y a les planificateurs des attentats. Il faut faire les deux. Alors pour terminer, puisqu'on a parlé de Zemmour et qu'on est effectivement en campagne présidentielle, comment est-ce que vous définiriez Zemmour en fait? Qu'est-ce qu'on lui collerait comme étiquette? Bon, écoutez, c'est un. Non, bah c'est. Qu'est-ce que je vous dis? Quelle étiquette? C'est l'un des deux représentants de l'extrême droite avec Marine Le Pen, premièrement. Et Donc, puis par ailleurs, c'est une grande tristesse pour les Juifs de France quand même,
parce que voir, moi je suis très sensible à cela, voir un homme qui porte, le lapsus est juste, qui porte ce nom-là, défendre ces valeurs-là, réouvrir le procès Dreyfus, Pétain. expliquer que Le Pen que Pétain a protégé Un les autre Juifs, lapsus intéressant. regretter le discours de Chirac au Veldiv, etc. Pour moi, c'est navrant. J'espère que ça ne restera pas comme une petite date sombre dans l'histoire du judaïsme français. J'espère que cette page sera vite tournée et vite oubliée. Et je le dis vraiment avec tout mon cœur, et y compris avec le peu d'indulgence que je peux encore garder pour lui. J'espère qu'il ne demeurera pas lui comme le nom de cette infamie. Enfin, s'il n'était pas juif, on écouterait ses discours en disant c'est un xénophobe et par ailleurs raciste et antisémite. Mais comme il est juif, on n'ose pas le traiter d'antisémite. Moi, personnellement, ça ne me dérangerait pas. Alors, Haïm Corsia l'a qualifié ainsi. Bernard Lévy, l'image est arrêtée une seconde. Oui, vous appuyez sur la caméra. Vous m'entendez là? Là, je vous entends, mais vous êtes figé. Ah. Appuyez sur la caméra, non? Voilà, là c'est mieux, là? Non? Toujours pas? Ben, je vous vois, mais c'est une image fixe. Ah, on va recommencer. Là, voilà. vous me voyez là. Voilà, c'est ça. Voilà. Haïm Corsia a prononcé le mot. Rabbin de France. Le grand rabbin de France a prononcé le mot d'antisémitisme. Voilà, donc il sait sans doute il sait certainement de quoi il parle. Bien. Alors, je suis assez d'accord avec ça. Alors, je voulais parler quelques minutes de l'actualité internationale. On a parlé de l'Ukraine, où vous avez été très souvent. On parle aujourd'hui de bruit de bottes, de ballet diplomatique. Ballet diplomatique, je trouve ça toujours un petit peu bizarre comme expression. Ça a un côté sympathique, mais c'est pas si sympathique que ça. Comment est-ce que vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, le bras de fer de Poutine qui veut reprendre la main et qui veut imposer aux Ukrainiens de ne pas se tourner vers l'Ouest? Est-ce qu'il a une chance de gagner? D'abord, je trouve ça scandaleux. Je pense que c'est aux Ukrainiens de décider eux-mêmes de leur destin, de qui ils veulent être les alliés. Deuxièmement, j'en ai ras-le-bol de ces éléments de langage repris par toute l'extrême droite française. Poutine a des raisons de s'inquiéter, on le menace à ses frontières, l'OTAN l'agresse, etc. Tout ça, c'est du bidon. Et que je sache, l'OTAN ne l'agresse pas au Mali, l'OTAN ne l'agresse pas en Centrafrique, et là où il envoie les commandos Wagner, ce n'est pas pour élargir, c'est pour sécuriser ses frontières, donc tout ça est insupportable. Et je pense que face à cela, c'est-à-dire face à cette volonté poutinienne de déstabiliser l'Europe, de la diviser, d'introduire le mauvais venin de la division, il n'y a pas de compromis à avoir, il n'y a pas de balai, et il y a peut-être de la diplomatie, mais en tout cas, sur ces points-là, il n'y a pas de négociation. Voilà. Poutine, il faut bien que les gens le comprennent. J'ai un peu réfléchi à la question, je connais bien l'Ukraine, j'ai passé du temps. Et la Géorgie. Oui, la Géorgie aussi, bien sûr, mais là, l'Ukraine, dont il est question aujourd'hui, j'ai eu l'honneur d'être accueilli par les forces spéciales ukrainiennes pendant un certain temps pour le film dont vous avez eu la gentillesse de parler au début de notre conversation. Donc, je connais bien la situation, je connais les points où l'armée russe pourrait attaquer demain, etc., etc. Je connais tout ça. Pour moi, il y a là le visage moderne de ce que dans ma jeunesse on appelait l'impérialisme. Et quel visage de Poutine, quel visage de ses spadassins, quel visage de ses sicaires et quel visage de son armée. Et vis-à-vis de ça, il faut tenir, à l'adresse de ça, il faut tenir le seul langage que ces gens comprennent, qui est le langage des rapports de force, pas le langage du ballet diplomatique, le langage du rapport de force. Ça ne veut pas dire
Ça ne veut pas dire évidemment la guerre, mais le rapport de force. Vous voyez que l'Europe n'est pas unie sur ces questions-là. Non, Président de l'Europe n'est pas unie, Madame. les pays eux-mêmes ne le sont pas. Vous avez en France un vaste parti qui roucoule devant Poutine, le parti de la roucoulade pro-Poutine que vous trouvez à l'extrême droite, à l'extrême gauche, chez Le Pen et chez Mélenchon, et dans une partie des Républicains, du parti voilà. Donc la France est divisée sur la question. L'Allemagne et la coalition au pouvoir est divisée sur cette question. Il s'est dit des choses terribles en Allemagne ces derniers jours. La décision d'empêcher les Lituaniens les Allemands ont empêché les Lituaniens de livrer des armes aux Ukrainiens. Ils ont décidé de leur envoyer des casques de protection. Ils ont interdit à des vols de reconnaissance britanniques, enfin ils ont interdit, ils ont sans doute fait savoir qu'il ne serait pas souhaitable qu'ils survolent le territoire allemand. Il y a là une attitude de compromis vis-à-vis de la Russie, une façon de se coucher devant les exigences de Poutine qui n'est pas digne d'un grand pays européen et de la première puissance européenne. Et j'espère que cela va changer assez vite. Ça n'est pas convenable. Au pays d'Angela Merkel, c'est pas convenable. Voilà. Et alors au pays d'Emmanuel Macron aujourd'hui? Je pense que Macron est plus ferme. La France a envoyé un bataillon en Roumanie, qui est un des pays ciblés avec les pays baltes et avec la Pologne par cet impérialisme poutinien. Macron et Le Drian ont tenu des propos extrêmement fermes. Ils n'ont pas eu l'imprudence de dire, comme le président américain, que si c'est une petite incursion, c'est pas grave. Non. Bon, et après, ils font leur boulot de diplomate. Non, je crois que la France a une position qui, sur le fond, est ferme. C'est difficile pour Emmanuel Macron, qui est candidat de fait et président de l'Europe, de se retrouver avec une crise pareille, plus le Mali du côté africain. Il est quand même en Chère pleine... Annette Lévy-Villard, c'est beaucoup plus difficile pour vos enfants et pour les miens que pour quelque homme politique que ce soit. Parce que ce dont il est question là aujourd'hui, c'est d'une attaque contre la civilisation démocratique qui prévaut tout de même dans les grands pays européens. C'est ça le projet de Poutine. Poutine, c'est pas ils sont fous de l'Ukraine. Ils sont fous du Donbass. Le Donbass, c'est pas... On a l'impression, quand on lit les journaux, que c'est une espèce d'Eldorado. Bon, c'est une belle région, mais enfin, pauvre, accablée par la guerre. C'est pas non plus un pays de cocagne. Ce que veut Poutine, son vrai projet politique, c'est affaiblir la démocratie, c'est troubler nos élections par des hackings divers et variés, c'est renforcer les partis d'extrême droite, c'est convaincre Orban hier d'accorder à Le Pen aujourd'hui le prêt que les banques françaises rechignent à lui accorder. Voilà, c'est ça le projet de Poutine. C'est pas l'Ukraine, c'est bien au-delà. Poutine, il veut, aujourd'hui, il envoie des bateaux croisés pas loin de la Suède, il envoie des drones, semble-t-il, survoler le palais royal de Stockholm. Le but de guerre de Poutine, c'est vraiment d'emmerder les Européens, de les diviser et de déstabiliser la civilisation dont ils sont le fleuron. Et ça, moi, je pense que c'est beaucoup plus embêtant pour le peuple français que pour tel ou tel de ses dirigeants. Mais le problème, c'est que le peuple français n'a pas l'air très conscient du danger poutinien. Eh ben, c'est pour ça qu'il est important que vous soyez là. Il est important que vous m'accordiez ces quelques minutes de conversation aujourd'hui et que nous en parlions. Parce que, bien sûr que quand il voit un ancien Premier ministre, François Fillon, qui se met au service d'une compagnie
voilà, russe, quand il voit l'ancien chancelier Gerhard Schröder, tranquillos, qui une fois qu'il a lancé son projet Nord Stream 2 qui va pantoufler à Gazprom, oui, ils doivent se dire ces braves Russes, au fond, c'est des gens civilisés qui ne nous veulent que du bien. Ben non, c'est des gens qui nous veulent du mal, et c'est des gens extrêmement civilisés, mais qui ont des dirigeants qui ne le sont pas. Et ils méritent le peuple russe, pour lequel moi je me suis battu toute ma vie, en tout cas toute ma jeunesse, à l'époque des dissidents soviétiques. Le peuple russe mérite mieux que cette bande de gangsters qui, bien souvent, font la loi à la Douma ou au Kremlin. On va vous noter que nos hommes politiques occidentaux, que ce soit Schröder ou Fillon, sont prêts à y aller dès qu'ils peuvent être embauchés. Vous venez de dire, être embauchés, ils arrivent en courant. C'est le point que je me suis permis de souligner. Voilà. Il y a pire encore, il y a aujourd'hui 3 entreprises allemandes qui sont sur une liste noire américaine soupçonnées de participer de la fabrication sur le sol allemand d'armes chimiques russes du type de celles qui ont servi à empoisonner Navalny. Donc, non, la compromission va extrêmement loin. Oui. Alors, juste pour parler de l'Amérique qui quand même semble se réveiller un peu et vouloir jouer un rôle dans cette histoire-là, qu'est-ce que vous avez pensé justement du réveil ou du non-réveil de Joe Biden dans la provocation, car c'est une provocation de Poutine? Est-ce que vous pensez qu'il a l'intention cette fois-ci de dire stop Écoutez, j'ai l'impression en tout cas que sa position a évolué entre les déclarations d'il y a 8 jours, disant que petite incursion, pas grave, et des déclarations d'aujourd'hui annonçant des envois conséquents de troupes. Il s'est passé quelque chose. 1. 2. Je rentre de Washington, de New York et de Washington. J'ai été auditionné à cause du minuscule bout de brin de compétences que je peux avoir, en tout cas mon témoignage personnel sur l'Ukraine, puisque je suis un témoin visuel de tout ça. Voilà. Et donc j'ai été auditionné. Auditionné au Congrès. Oui, des congressmen et des sénateurs pour qui cette affaire ukrainienne est importante. Mais le problème, l'intérêt, c'est pas ça. L'intérêt, c'est que j'ai senti qu'il y avait en Amérique aujourd'hui, sur une base bipartisane, donc, des démocrates et des républicains qui étaient absolument réveillés sur cette affaire ukrainienne, qui savent ce qui se joue, qui savent que c'est l'intérêt des États-Unis et naturellement de l'Europe que de dire stop à Poutine, et que ce serait une très grave erreur de laisser se faire l'infamie d'une occupation partielle ou moins partielle de l'Ukraine. Donc il y a aujourd'hui peut-être pas un consensus, mais il y a en tout cas dans l'état profond de Washington, pour parler un langage que j'aime pas trop, mais enfin bon, il y a un très grand nombre de voix, d'opérateurs, de gens, des agents qui sont sur une ligne dure vis-à-vis de la Russie. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et ça, c'est très nouveau, justement, parce que sous Trump, on était dans la compromission avec Poutine. Là, donc, Washington se réveille, en effet. Ça, c'est vraiment important. Je pense que Washington se réveille. Ils ont raté la Syrie aussi. Ils n'ont pas intervenu en Syrie. Voilà. En Syrie, ça a été un désastre. Ils ont même le début du grand recul américain, malheureusement. Vous savez, première étape, c'est le jour où Obama fixe une ligne rouge à Bachar al-Assad, et quand elle est franchie, il dit c'est pas grave, on n'en tire aucune conséquence. Deuxième étape, c'est quand les Kurdes d'Irak se font attaquer par les milices iraniennes, l'Amérique les lâche en race campagne, ça c'est 2017. Troisième étape, c'est l'année suivante, quand les Kurdes de Syrie se font attaquer par Erdogan, la même administration américaine dit non seulement on ne fait rien, mais on retire nos troupes.
Quatrième étape, c'est l'Afghanistan et cette espèce d'humiliation auto-infligée, insensée du mois d'août dernier. Et la cinquième étape, mais qui peut tourner autrement, je l'espère, c'est aujourd'hui, c'est le cinquième rendez-vous, c'est le rendez-vous ukrainien. Donc, Bernard-Henri Lévy, vous êtes en train de dire quand même qu'il y a un réveil ou une prise de conscience, une réactivité de l'Amérique, celle de Joe Biden et celle de Washington, sur les affaires internationales, alors qu'il avait plutôt été en retrait depuis qu'il était arrivé. Je crois que vous savez, moi c'était personnellement ma thèse dans un livre paru il y a 5 ans en France et très peu après aux États-Unis, qui s'appelait L'Empire et les 5 rois, hein, où je disais qu'il y avait d'un côté ceux qu'on appelait autrefois l'Empire, qui sont les États-Unis, et de l'autre côté, 5 empires déchus en train de se réveiller. Les Turcs, les Chinois, l'aile radicale de l'aile terroriste de l'islam, les Iraniens et les Russes. Voilà. Et pour moi, c'est cette bataille entre les démocraties et des régimes autoritaires qui tiennent leur peuple sous leurs bottes et qui déclarent la guerre aux Lumières dans le monde entier, c'est la grande aventure, c'est la grande affaire de notre époque. Et je crois que c'est pas seulement une question de valeur, je crois que c'est vraiment une question d'intérêt vital pour les démocraties. Si on laisse Erdogan aller au bout de son pouvoir, si on laisse Xi Jinping et son système de terreur sophistiqué s'imposer mondialement, si on laisse Poutine détruire l'ordre international hérité de la Seconde Guerre mondiale, si on laisse l'Iran envoyer ses drones sur les Émirats arabes unis et sur le nord d'Israël, à travers le Hezbollah, qu'est-ce que je vous dise, c'est l'intérêt des démocraties, l'intérêt de l'Amérique et de l'Europe qui est visé au cœur. Voilà, c'est nos intérêts. Ce n'est pas une bataille morale, c'est une bataille pour la vie et pour la mort. Mais justement, vous étiez pour que toutes ces démocraties aillent aux Jeux Olympiques comme ça en Chine, sans problème? Ça vous a paru normal? Ah non. Et j'ai d'ailleurs signé avec le fils de mon cher ami Elie Wiesel, qui s'appelle Elisha Wiesel, et avec Nathan Sharansky, qui est un personnage important de ma vie. Je me souviens les mobilisations en France pour sa libération quand il était dans le goulag soviétique. Un vrai symbole de la démocratie. Voilà, tous les trois, le fils d'Elie Wiesel, Nathan Sharansky, ancien patron de l'agence juive, et moi, nous avons signé la semaine dernière un appel au boycott des Jeux Olympiques de Pékin, qui sont des boycotts marqués au sceau de l'infamie. Un appel à censurer par tous les moyens ce gouvernement assassin et un appel à soutenir le peuple ouïghour qui est aujourd'hui traité d'une manière absolument criminelle. Il est paru en France aussi, l'appel? Oui. Il est paru dans le New York Times et il a été relayé en France sur les réseaux sociaux. Vous trouverez ce texte. On va le mettre, oui. Et vous pouvez le reprendre, il est sur les réseaux sociaux de La Règle du Jeu ou de bernardhenrilévy.com et il a été repris ici ou là, bien sûr, oui. Et après, alors il y a eu un impact, il y a des gens qui ont pris conscience. Il y a eu un impact, il y a eu des réactions de sénateurs et de congressmen américains. La presse, c'est une campagne que nous menons essentiellement aux États-Unis. Mais je ne suis pas contre qu'elle se diffuse, qu'elle viralise en France. Alors, Bernard Lévy, avant de vous laisser reprendre la route, vous avez un autre combat plus intellectuel et plus littéraire cette fois-ci, parce que vous avez le temps
entre tous vos voyages et tous vos reportages, parce que moi j'appelle ça des reportages, parce que je pense que c'est aussi du journalisme, hein. Ça devrait être du journalisme. Vous sortez, je crois aujourd'hui, non, ou cette semaine, un numéro spécial de votre revue, La Règle du Jeu, qui s'intitule Comment lisez-vous, qui a, j'ai noté 456 pages, donc je ne les ai pas lues, je n'ai que pointé mon nez dans des pages au hasard. Et donc, vous avez envoyé un questionnaire. Alors, la liste des gens qui ont répondu est hallucinante, donc je ne peux pas la lire non plus. En tout cas, les premiers noms qui apparaissent sur la couverture, c'est Christine Angot, Asia Argento, Léos Carax, Emmanuel Carrère, Sofia Coppola, Michel Houellebecq, Emmanuel Macron, avec Ahmad Massoud, c'est une proximité sympathique, Yann McEwan, Salman Rushdie, Mario Vargas Llosa, bon, et alors, et beaucoup d'autres. Alors, je voulais savoir, vous avez avant fait pourquoi, comment lisez-vous maintenant, comment écrivez-vous maintenant, c'est comment lisez-vous. Où est votre joie dans cette espèce de monument à l'écriture et à la lecture, les deux? Qu'est-ce qui vous rend très heureux dans cette parution? Parce que j'ai senti que vous étiez vraiment, vraiment content. Oui, je suis vraiment, vraiment content parce que ce qu'il y a de... Là où je suis le plus content dans la vie, ce que j'aime le plus, c'est quand j'écris et quand je lis. Voilà, je suis un écrivain et je suis un lecteur. Et d'une certaine façon, c'est la même chose. Voilà, il y a un grand écrivain qui était Borges, qui disait qu'il était presque plus fier même pas presque, plus fier de certains livres qu'il avait lus et bien lus que de certains des chefs-d'œuvre qu'il avait écrits. Donc voilà, il y a un art de la lecture. Il y en a qui croient que cet art est en perdition à cause d'Internet, de machin, d'Instagram, de trucs, de tout ça, ce que je ne crois pas du tout. Et là où je suis content, c'est que ce numéro de La Règle du Jeu prouve, je trouve qu'il est passionnant, honnêtement. Les gens qui ont répondu là, les écrivains, les critiques, les combattants de la liberté, mon copain Sirwan Barzen, il y a des gens de toutes sortes. Ce qu'ils prouvent, ce que leurs réponses démontrent, c'est que lire des livres, ça reste une immense aventure personnelle, une magnifique aventure humaine pour un tas de nos contemporains. Et je trouve ça rassurant, je trouve ça réjouissant, je suis content de ça. Ça vous rend heureux. Mais oui, c'est Oui. ce qui est sorti dans ces désastres internationaux, dans ces misères, ces guerres, ces damnés de la terre. Il y a quelque chose qui vous rend très, très heureux. C'est effectivement écrire et lire que lisent les autres, des livres aussi. Alors, je voulais donc vous remercier, Anne-Marie Lévy, d'être venue, comme à chaque fois, à cette radio, parler de vos engagements. Philosophe qui va voir le monde. En l'occurrence, effectivement, Les damnés de la terre dans votre dernier film. Et puis, je voudrais vous remercier d'avoir analysé et commenté les débuts de cette année qui s'annonce déjà bien inquiétante. Et je rappelle que vous fêtez cette semaine la sortie de ce numéro spécial La Règle du Jeu avec combien de gens qui vont, combien de questionnaires sont venus? Là, il y a Peut-être 400. 200, peut-être 200. Oui. C'est tous des gens absolument incroyables. Donc, il faut lire ça avec à petite dose quand on a envie. Écoutez, merci beaucoup et Merci à vous, surtout chère Annette. Merci. à Et à très bientôt bientôt sur vos antennes. À et bientôt, comme toujours. Merci. continuez. À Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir.